Merci de nous suivre sur Afro Info 243. C'est votre émission Critique Actu. Dans ce nouveau numéro, nous parlons de la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Un calme précaire s'observe. Les troupes du 123 sont en train de se retirer de certaines localités dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu, bien évidemment, dans la logique du cessez-le-feu qui a été amorcé le 7 mars et puis violé à plusieurs reprises. Dans ce numéro, nous parlons également d'une actualité. Le député provincial Prince Kihangi a adressé une lettre au président Félix Tshisekedi lui demandant de se rendre en ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, en vue de compatir avec les populations victimes, mais aussi remonter le moral des troupes des forces armées de la RDC engagées sur les différentes lignes de front. Nous les recevons dans ce numéro, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Voilà, encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs. Sur vos écrans, le député provincial élu de Walikale dans la province du Nord Kivu, Prince Kihangi Kiamwami, qui a adressé une lettre au président Félix Tshisekedi. Les motivations et tous les contours seront décortiqués dans ce numéro de Critique Actu. Bonjour monsieur Prince Kihangi et bienvenue. Merci, bonjour à vous et à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment. Voilà, pour le contexte, il y a des ressortissants de la Grande Orientale qui ont été reçus par le président Félix Tshisekedi à Kinshasa. Hier, ils lui ont même remis, en tout cas, une somme de 100 000 $ américains en guise de caution. Mais le président, le député Prince Kihangi, il est ressortissant du Nord Kivu, lui veut que le chef de l'État se rende à Goma. Quelles sont vos motivations? Oui, je crois que c'est connu que en cette année, nous célébrons 30 ans d'anniversaire douloureux par rapport à tout ce que nous avons connu sur le plan sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Aujourd'hui encore, plus qu'hier, les populations sont victimes de beaucoup d'atrocités, de graves violations des droits humains, des déplacements, comme vous devez le savoir. Autant de personnes qui sont en déplacement, des portes de plusieurs écoles sont fermées depuis un certain temps. C'est que nous traversons une catastrophe, ça me fait un calvaire auquel sont exposées les populations de la province du Nord Kivu. Mais vous devez aussi savoir que le chef de l'État est passé par ici plus d'une fois, et toutes les fois qu'il passait par ici, il disait à notre population qu'il lui arrivera de venir à Goma et de passer son temps ici avec nous, pour qu'il puisse communier avec nous par rapport à tout ce que nous traversons comme situation. Et à cette occasion-là, on parlerait de toutes les questions qui nous préoccupent dans la province du Nord Kivu. On discuterait même des questions de développement et de cohabitation pacifique dans la province du Nord Kivu. Il est parti. Pendant plus longtemps, il n'est plus revenu. Je pense que la dernière fois, c'était en 2021. Voilà. Mais au vu de tout ce que nous traversons dans la région, évidemment, comme vous venez de le dire, les compatriotes de l'Ituri sont partis de la Grande Orientale, sont partis à Kinshasa, rencontrer le chef de l'État. Mais moi, personnellement, j'ai cru que ça ne valait pas la peine que nous allions à Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, vous allez y amener combien de personnes? Parce que c'est en effet toute la population qui aurait voulu parler au chef de l'État. C'est une représentation. Si vous allez à Kinshasa, ça sera une représentation. Voilà, donc on ne va pas affréter tout un avion pour dire que nous prenons toute la population de la province du Nord Kivu, aller à Kinshasa rencontrer le chef de l'État. Mais nous avons cru que c'était utile et nécessaire que les chefs de l'État viennent en province du Nord Kivu, viennent à Goma. Et à Goma, il aura le temps de parler avec toutes les couches sociales, même le petit citoyen qui est, entre guillemets, négligé, peut avoir le temps et l'occasion de parler au chef de l'État, et le chef de l'État aura l'occasion de constater ce qui se passe dans la région. Et cette présence, c'est déjà une grande communication. Seulement sa présence. Parce que comme j'ai eu à le souligner dans ma correspondance adressée au chef de l'État, qui avait comme objet, donc, demande de l'arrivée du chef de l'État en province du Nord Kivu, j'ai dit, le chef de l'État, c'est bien lui. Et même c'est ce que dit la Constitution, il est le garant de la nation. Le commandant suprême, des forces armées de la République démocratique du Congo. Et quand vous dites que le chef de l'État est le garant de la nation, c'est un peu comme à la maison, le chef du ménage, le papa qui est là. La présence du parent ou du papa dans la maison, c'est déjà une garantie pour tous les membres de la famille. C'est une assurance. C'est une assurance. Ils se disent,
même si quelque chose de mauvais nous arrivait, mais comme nous sommes avec le chef du ménage, le papa, que donc nous avons le droit de croire que rien de mal ne va nous vaincre. Et moi, c'est ce qui m'a poussé à dire au chef de l'État de venir à Goma, parce que le fait qu'il vienne pendant ces temps, en tout cas, c'est un acte de grande compassion pour notre population. Et ça va rassurer la population pour dire que donc, nous ne sommes pas seuls, nous sommes même avec le chef de l'État qui partage notre malheur avec nous. Et la population va se dire que donc il n'y a plus vraiment à craindre parce qu'il est en train de suivre pas à pas tout ce que nous traversons. Ça, c'est par rapport à la population. Mais par rapport à tout ce qui se passe sur les différentes lignes de front, écoutez, s'il y a un front au niveau, au-delà de Saké, 27-30 km de Goma, et que les militaires qui sont au front savent que... Ou apprennent juste que voilà, le président... ils apprennent que le chef arrive, il est là, ouais. Il va s'installer à Goma. Et à Goma, il va suivre de très près tout ce qui se passe sur le front. Écoutez, ça va changer l'engagement de tous ces militaires sur le front. Ils sauront que, eh ben, le chef est en train de suivre tout ce que nous faisons, que donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Un peu comme ce qui se passe en Ukraine. Quand les militaires savent que nous sommes avec le président, il arrive que même le président ukrainien aille sur le front, parler aux militaires sur le front. Et ça rassure davantage, ça remonte le moral des militaires qui sont au front. Ils s'engagent d'une manière délibérée, d'une manière vraiment patriotique, parce qu'ils savent que c'est toute la nation qui nous suit, c'est toute la nation qui nous accompagne à travers le chef de l'État. Mais aussi sur le plan humanitaire, je dis ici, toutes ces populations qui se trouvent être dans différents camps éparpillés, lorsqu'ils savent que nous sommes avec le chef de l'État, eh ben, ils vont se dire, oui, nous sommes avec le chef. Et toute la communauté humanitaire va attirer toute son attention s'il se déplace là, parce qu'ils savent que le chef de l'État est là. Il constate tout ce qui se passe et nous avons intérêt de marquer des points parce que le chef de l'État est là. Mais aussi, j'ai dit, quand le chef de l'État est ici, comme le disait feu Laurent Désiré Kabila, il avait des idées. Lui, il disait qu'il nous arrivera que la capitale sera rotative. Que donc, on peut être aujourd'hui à Kinshasa, demain on est à Lubumbashi. Selon le contexte, les situations. De chaque région. Et quand le chef est installé dans un milieu, donc toute l'attention de la nation est attirée par la situation du lieu où se trouve le chef de l'État. Que donc, si le chef est ici, toute la République va attirer son attention sur la ville de Goma et sur la crise de l'Est. Mais s'il est loin de nous, on va croire que le chef n'a pas d'attention sur ce que nous vivons. Que donc sa présence est vraiment ardemment souhaitée dans la ville de Goma. Vous avez aussi évoqué une option géopolitique parce que l'agresseur est tout près de Goma, le pays qui est cité, le Rwanda ou l'Ouganda. Vous avez pensé qu'il y aurait une force dissuasive à travers cette présence du chef de l'État à Goma? J'ai dit, quand le chef est ici, même l'agresseur, il saura que le chef est là, c'est qu'il ne pense qu'à ça. Et finalement, ça va créer un certain sentiment de peur dans le chef de l'agresseur. Parce qu'il saura que le chef est là, il suit tout, et tous les éléments qui sont sur le champ de bataille ont la conscience que le chef est en train de tout suivre. Que donc, c'est vraiment dissuasif quand le chef de l'État est ici, vis-à-vis même du comportement de l'adversaire, de l'agresseur. Que donc, c'est vraiment recommandé que le chef arrive, qu'il vienne à Goma. Je sais que nous avons beaucoup plus à gagner par sa présence ici dans la ville de Goma. Mais j'ai conclu en disant que tous les processus de recherche de solutions durables sur cette crise n'est pas l'apanage de ceux qui se trouvent être à Kinshasa. On ne doit pas vite croire que ceux qui sont autorisés à réfléchir sur d'éventuelles pistes de solutions, ce sont les gens qui vivent à Kinshasa ou une certaine catégorie de personnes. Il faut que le chef tienne compte aussi de ce que pense le peuple, ce que demande le peuple. Et il le saura comment? C'est quand il sera avec nous ici. Et donc, on aura des occasions, des moments... Est-ce qu'implicitement, vous parlez de consultations, ce qu'il avait fait quand il était à Goma la dernière fois? Est-ce que c'est les moments de consultation populaire pendant que nous sommes dans une situation très critique? Quand il arrive ici, ce n'est pas pour des consultations, mais plutôt c'est pour la mobilisation générale. Quand il est avec nous ici, facilement, il peut nous mobiliser tous. Mais il peut même arriver qu'à la demande ou sur recommandation du chef de l'État, nous tous les élus qui sommes ici, nous pouvons lui dire, nous allons sur le front. Nous sommes avec le chef de l'État. Et si par exemple on voit le chef de l'État en tenue militaire, c'est un détail important. Voilà. Il y a beaucoup de Congolais qui s'interrogent sur cette question. Pourquoi le président Félix n'a jamais arboré une tenue militaire? Il peut être vêtu
en tenue militaire pour montrer à la face du monde que nous sommes dans une période de guerre. Quel est le chef des armées, le commandant suprême? Le commandant suprême des armées. Et nous tous, nous pouvons suivre l'exemple. Nous tous, nous serons vêtus en tenue militaire et si besoin il y aura... Est-ce que vous avez cette opportunité? Est-ce que la Constitution vous le permet? Tout citoyen. De porter cette tenue Au vu du militaire. contexte actuel, il est demandé à tout citoyen, de par l'article 63 de la Constitution, que tout le monde peut faire face à toute agression. Donc, il ne nous est pas interdit de contribuer, même physiquement, dans ce processus, dans la protection des limites nationales, dans la protection de l'intégrité du territoire. Nous, comme élus, nous, comme citoyens, parce qu'il est recommandé à tous citoyens, et nous faisons partie de ce groupe de citoyens congolais qui ont l'obligation de protéger les limites nationales. Et donc, je disais, si le chef de l'État venait à Goma, qu'il soit vêtu en tenue militaire, c'est déjà un message qui montre à la face du monde que la RDC est en pleine guerre. Et nous tous, facilement, nous pouvons suivre l'exemple du chef de l'État. Pourquoi pas nous prendre et nous amener tous à Saké, suivre de près tout ce qui se passe, et si besoin il y aura, que nous soyons tous engagés sur les lignes de front. Je crois que c'est possible s'il y a ce mot d'ordre du chef et que nous tous nous sachions que nous y allons parce que cela nous a été demandé et que cela nous est autorisé et nous sommes acceptés à pouvoir le faire. C'est donc la disponibilité est là. Alors, il y a une question qui se pose que beaucoup d'internautes vont se poser. Est-ce que cette lettre-là est arrivée à destination? Effectivement, la lettre est arrivée à destination, acquis de droit. Nous avons même des accusés à réception. C'est arrivé jusqu'à la présidence, c'est arrivé à la primature, c'est arrivé au bureau du Sénat, c'est arrivé au bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, en ce moment même, le chef de l'État est au courant du contenu de cette correspondance. Il a sur sa table et j'ose croire que la lettre est en pleine analyse parce qu'il y a des membres du cabinet qui commencent à me dire, qui me posent des questions, mais est-ce la sécurité du chef est garantie? Mais je dis, mais bon, je ne suis pas chargé de la sécurité du chef de l'État. Il a tous les services pour ça. Nous avons les services de renseignement, de sécurité, la police. Ce n'est pas à moi de dire s'il y a des dispositions qui sont prises par rapport à la sécurité du chef de l'État. La sécurité du chef de l'État a toujours été permanente. Mais aujourd'hui, plus qu'hier, eh ben, les services doivent s'y mettre sérieusement. Mais sinon, ce n'est pas à moi de planifier la sécurité du chef de l'État. Mais sinon, avec nous tous, avec l'accompagnement de la population, avec le soutien de la population, je crois que le chef de l'État n'a pas à craindre. Alors, une fois le président Tshisekedi à Goma, quelles seront les questions prioritaires? Parce qu'en ce moment, nous sommes sur tous les champs diplomatiques, militaires et politiques. Est-ce que vous pensez que vous avez une opinion contraire ou des soutiens au président Tshisekedi pendant ce temps où nous sommes dans plusieurs processus de Nairobi, de Luanda, d'Addis Abeba? Selon vous, quelles sont les priorités aujourd'hui si le chef d'État est arrivé à Goma? Mais par rapport à la situation d'insécurité ou d'agression, la première option prônée, qui a toujours été prônée, c'est de faire face à la guerre, de faire face à la menace par le recours à la force. Et c'est de cette manière que chaque État assure la sécurité de ses frontières. Que donc nous avons une armée qui est à l'œuvre et tout ce que nous pouvons commencer par demander au chef de l'État, c'est de dire il faut suivre la situation des militaires qui sont sur la ligne de front. Il y a cessez-le-feu honorable. Oui, ça c'est un autre aspect. Ouais. Il y a un cessez-le-feu, oui, depuis le 7 de ce mois. On est en train de suivre comment ça se passe. Nous attendons qu'il y ait retrait, c'est ce qui est le plus important. Oui, et d'après les dernières informations, c'est qu'il y a déjà un début de retrait, mais on ne sait pas exactement comment ça se passe et qu'est-ce qui va devoir suivre. Bon, ce retrait-là ne concorde pas avec la fête de Luanda parce que les rebelles du M23 devraient rejoindre les monts Sabignon, leur position initiale de Tchanzourounyoni, mais ils sont encore aux alentours de Kichanga, aux alentours de Mouchaki. Donc, ce n'est pas encore un retrait effectif. C'est ce que j'ai dit. Rien ne rassure déjà aujourd'hui. Et si même il y a retrait, on ne sait pas dans quel contexte il y a retrait. Ils quittent zone A pour zone B. Sur quelle base? Est-ce qu'il y a eu un compromis dans ce sens-là? Est-ce c'est d'une manière unilatérale que le M23 quitte ou le M23 quitte parce qu'il y a eu telle décision à un certain niveau? Que donc nous, on est en train de suivre, mais si déjà il y a certaines zones qui commencent à constater le retrait de ces éléments-là, nous sommes tentés de croire qu'on est dans les bons.
Parce que même si ces gens ont commencé à quitter et qu'on ne sait pas la finalité c'est quoi, parce que même des informations qui circulent, on dit, bon, ils ont quitté telle zone, mais on les voit encore se réorganiser dans une autre zone. Ouais, par exemple, moi, ils ont quitté, moi, ils sont à 3 km dans un autre village. Où... Voilà. Et donc, le processus politique qui est en cours, malheureusement, la population n'est toujours pas informée de tout. Il y a des rumeurs qui circulent, chacun dit tout ce qu'il pense et tout ce qu'il croit, mais je suis vite tenté de croire qu'il y a quelque chose qui se passe, mais dans le bon, et d'une manière qui soit aussi pacifique. Parce que si c'était seulement et uniquement le recours à la force, que donc on ne s'attendrait pas à tous ces retraits-là, parce que le retrait n'est pas dû, d'après ce que nous voyons, n'est pas dû à la force de dissuasion ou parce que les FARDC l'ont emporté sur les rebelles. Parce qu'ils quittent sans combat, oui. Ouais, évidemment. Sans qu'il y ait combat. C'est que c'est déjà un processus politique qui est en cours. Et nous, on aurait voulu que ça se passe de cette manière-là. Mais si ils sont en train de nous tromper, eh ben, l'État congolais doit prendre toutes ses responsabilités. Ouais. Si le 1-23 est de mauvaise foi, si c'est une bonne manière pour le 1-23 de tromper la vigilance du gouvernement, non, le gouvernement congolais doit être conséquent. Il doit savoir que jusque-là, malgré les retraits, ces rebelles se trouvent encore dans les limites sur le sol congolais. Que donc on doit prendre toutes ces dispositions quant à ça. Monsieur le député, à en croire les déclarations du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lors de l'ouverture de la session parlementaire de mars, mais aussi les propos qu'a tenu le président Tshisekedi en face des ressortissants de la Grande Orientale, nous sentons que la RDC est en train de se positionner face au Rwanda et les tensions restent toujours là. Est-ce que le problème est en train de se régler entre le gouvernement de Kinshasa et le 1-23 ou c'est entre la RDC et le Rwanda? Parce qu'à en croire les propos de Christophe Mbosso, il n'y a que des punchlines contre le Rwanda. C'est qui dit qu'il a parlé aussi du Rwanda hier comme un pays agresseur qui se donne le droit et tout. Mais on sent que jusque-là, entre Kinshasa et Kigali, la tension reste au zénith. Mais apparemment, entre Kinshasa et le 1-23, il y a un petit terrain d'entente. Oui, je crois que les tensions sont demeurées tendues dans les relations entre le Rwanda et la RDC. Tout simplement parce que le Rwanda héberge ou soutient des rebelles qui viennent déstabiliser la République. Et ça, c'est en violation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que dans les engagements des États de la région, c'était dit qu'aucun État de la région ne peut accepter de soutenir, d'appuyer un groupe rebelle pour déstabiliser, pour violer les limites d'un État voisin. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et de par cette situation, il est difficile que nous soyons en bon terme avec le Rwanda. Donc, je crois que notre adversaire, celui à qui nous avons affaire, c'est le Rwanda. Bon, il y en a qui parlent aussi de l'Ouganda actuellement, bon, deux pays. Parce que Christophe Lutundu avait parlé de deux pays, donc nous faisons face à une force terroriste qui est le 1-23 et deux pays. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est d'abord le Rwanda. Mais au-delà du Rwanda, il y a beaucoup d'autres puissances qui sont derrière cette affaire. Notamment l'Ouganda. Écoutez, permettez, quand par exemple le 1-23 occupe X, Y, Z zone et que l'on dise cette zone, une fois vous quittez, vous laissez sous le contrôle de telle armée, de tel pays. Je trouve que tous ces États-là, tous ces pays-là ont intérêt que le 1-23 gagne du terrain pour qu'ils trouvent aussi du terrain où ils vont devoir se positionner. Et partant de cette réalité, on peut facilement dire que tous ces États-là, directement ou indirectement, soutiennent l'action du 1-23. Si le 1-23 évolue, prend autant de zones, c'est que plus occupe des zones, plus d'autres États sont candidats à pouvoir occuper ces zones-là. Donc on peut vite imaginer que tous ces États qui viennent occuper des zones jadis contrôlées par le 1-23 sont derrière le 1-23. On peut, c'est ce que j'ai dit. Que donc on voit directement le Rwanda parce que plus ou moins il a déjà été établi que ces hommes sont sur le terrain en train de soutenir et d'accompagner le 1-23. Et le porte-parole du gouverneur militaire, à son temps, général Sylvain, avait présenté quelques éléments de vos armées rwandaises qui étaient appréhendés sur le champ de bataille. Et ça prouvait que les éléments de l'armée rwandaise sont sur le sol congolais. C'est pourquoi toute l'attention est focalisée sur le Rwanda. Parce qu'on n'a pas trouvé des éléments, par exemple, du Burundi, on n'a pas trouvé de Kenya dans les rangs du 1-23. Mais des Ougandais, oui, aussi. Voilà. Mais des intérêts indirectement recherchés dans la zone
profite à beaucoup d'autres pays. Et donc, ce n'est pas seulement le Rwanda, peut-être le Rwanda militairement par des hommes sur le terrain, mais sur le plan intérêt économique, il y a énormément de pays qui sont derrière, peut-être pas directement le M23, mais derrière des intérêts que le M23 peut protéger en leur faveur. Voilà, si le M23 avait cédé un peu facilement Kibumba ou Rumangabo au contingent kenyan, ce n'est pas le cas quand même pour des contingents burundais, Kilolirwe, Kichanga, Sake ou Mushaki. Selon vous, qu'est-ce qui bloquerait ces déploiements? Parce que jusque-là, les militaires burundais sont encore à Mubambiro. Pourtant, à travers ce retrait, c'est le fait, ils devraient se retrouver à Sake, à Kilolirwe, à Kichanga et à Mushaki. Tout simplement, il faut dire qu'ils ne se sont pas encore bien entendus sur le partage du butin. Vous quittez, nous quittons comment? Et après, qu'est-ce qu'il y aura? La contrepartie de ce que nous on aura fait. Parce que c'est comme si c'est la M23 qui gagne et qui partage avec ceux-là qui viennent. Yeah. Mais aussi longtemps qu'ils ne se sont pas encore convenus sur la suite des événements, ils ont difficile à pouvoir céder ces zones-là. Sur la présence des éléments des FARDC, parce que le M23 est strict, pas des éléments des FARDC dans les contingents. Et là, pourtant, les FARDC font partie de la force régionale. Ça doit vite vous dire qu'il y aurait quelque chose fomenté entre le M23 et tous ces autres-là qui ne voudraient pas de la présence des FARDC. Ça serait un complot alors. Dans une précédente correspondance, j'avais écrit au chef de l'État pour dire que, personnellement, moi, je n'accepterai pas que toutes ces armées soient déployées dans la région ici. Et j'ai considéré ça comme un acte d'occupation qui déjà traduit la balkanisation de la RDC. Imaginez, est-ce que nous allons demeurer un État souverain pendant que nous avons autant d'armées étrangères sur notre sol? Et surtout qu'on nous oblige de ne pas accéder à certaines zones. Parce que tout simplement, c'est considéré comme des zones tampons. Et pourtant, c'est sur le sol congolais. Est-ce que nous assurons encore notre souveraineté sur cette partie du territoire? Quand nous parlons de l'état de siège aujourd'hui, Nord Kivu, mais est-ce l'état de siège est opérationnel sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu? Bien qu'il y ait la présence des forces armées étrangères qui disent venir en appui à la RDC, mais là où ces forces armées sont installées, nous, on n'a pas accès. Que donc, on n'a plus le contrôle de ces zones-là. Que donc, je disais au chef de l'État que, personnellement, je ne suis pas d'accord, je n'aurais pas voulu que toutes ces armées soient déployées dans la région, sinon, quand ces armées auront goûté au miel de la région, elles vont devoir refuser de quitter la région ici. Et nous risquons d'assister à ce que nous avons connu de mauvais à Kisangani, quand les troupes ougandaises et les troupes rwandaises se sont affrontées sur le sol congolais et les victimes, c'était des Congolais. À ce sujet, il y a aussi un contingent angolais qui doit faire 12 mois en République démocratique du Congo, avec un budget colossal. Des millions. Dans un communiqué, j'ai signifié qu'il y a déjà une dizaine de forces armées étrangères sur le sol congolais, particulièrement dans la province du Nord Kivu. Une dizaine d'armées étrangères sur le sol congolais, dans la seule province du Nord Kivu. Il y a quelque chose qui se passe. Là, vous parlez aussi de ce contingent de la MONUSCO. Et de la MONUSCO. En fait, ce sont des forces armées étrangères. Oui, évidemment. Elles ne sont pas congolaises. Mais pourquoi nous devons vite croire que les forces armées de la République ne sont plus à mesure d'assurer la sécurité de notre pays pour donner confiance aux armées étrangères? Surtout que dans les relations entre États, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'intérêt. Et toutes ces armées viennent ici pour protéger leurs propres intérêts. Aucun élément de ces forces armées n'acceptera de sacrifier sa vie pour un citoyen congolais. Aucun. Mais le militaire congolais, il dit Nakowa Pona Ekolo. Il a prêté. C'est un serment. Mais ces autres militaires-là, est-ce qu'ils ont prêté le serment pour dire que nous allons mourir pour le peuple congolais? Jamais. Ils prêtent serment pour dire que nous allons mourir pour notre peuple, pas pour le peuple congolais. Que donc ils sont ici, aucun d'eux ne peut pas s'aventurer à aller au front pour se faire tuer par le M23. Mais les nôtres, nos militaires, acceptent volontiers parce qu'ils ont juré et ils se présentent sur le champ de bataille et certains parmi eux tombent pour l'intérêt de la nation. Que donc je crois que toute notre attention devait être focalisée sur comment améliorer les conditions de travail de nos militaires pour assurer la sécurité de notre pays. Par le passé, vous devez le savoir, on faisait recours aux forces zaïroises. Au Tchad, ça a été le cas. Au Rwanda, quand les Ingontani devaient attaquer le Rwanda, on faisait recours aux forces armées zaïroises. C'est nous qui allions au Rwanda pour protéger le régime d'Aberimana. Mais pourquoi il y a peu
on faisait recours à nous, mais aujourd'hui, c'est nous qui faisons recours à tous ces petits pays. Par exemple, le Sud-Soudan. Un nouveau pays. Un pays en conflit. En aussi. conflit encore. Une rébellion que l'armée ne sait pas gérer. Et puis on dit, cette force-là viendra au Nord Kivu pour mater une rébellion soutenue par un État. Que donc ça ne se comprend pas. Que donc je voudrais que le gouvernement congolais se focalise sur comment améliorer les conditions, comment renforcer le pouvoir, la puissance de vos armées de la République, que de croire que ces gens viendront se faire tuer à cause des citoyens congolais. Quand vous parlez de l'armée, nous allons ouvrir une petite parenthèse parce que il y a une question qui vous a divisé, vous députés provinciaux du Nord Kivu, l'action des réservistes. Il y a un député, votre collègue Mwindo Nzangi, qui a estimé que des groupes d'autodéfense ou des combattants devaient être considérés comme des réservistes de l'armée. Je ne sais pas si vous avez été d'accord avec ça, mais peu avant, vous aviez aussi fait une déclaration qui n'était pas corroborée par votre collègue. Mais à ce sujet, quel est votre point de vue? Ou alors, si vous pouvez éclairer un tout petit peu l'opinion sur ce qui a été l'objet de votre déclaration et ce que vous pensez de cette proposition du député Mwindo Nzangi. Vous savez, quand vous êtes un homme d'État, vous avez beaucoup trop de limites et beaucoup trop de réserves dans ce que vous devez dire. Vous devez savoir, je l'ai dit, dans quelles circonstances, à quel moment précis et devant qui je l'ai dit. Donc il y a des secrets d'État, il y a des choses que l'État programme, mais qui ne doivent pas être dévoilées dans au grand public. Oui. Grand public, surtout que ce sont des questions liées à la sécurité. Que donc il y a des choses sur lesquelles nous pouvons nous mettre d'accord, mais que nous n'allons pas divulguer en un clin d'œil comme ça a été fait par excellence Nzangi. Et donc ce sont des questions sensibles qui devaient être traitées au niveau du gouvernement, mais pas être présentées de la manière dont ça a été fait. Et puis lui n'est pas la bouche autorisée du gouvernement. Et surtout qu'il n'est ni ministre de la Défense, ni porte-parole du gouvernement. Mais de quel droit il peut se permettre de dire des choses comme ça? C'est un sens du populisme pour que le groupe armé dise « Ah bon, plus ou moins nous avons ce ministre qui nous défend, que donc nous allons voter pour lui en 2023. » C'est ça. Et je crois que quand on est homme d'État, il faut éviter de telles choses. On peut arriver à un niveau de prendre une décision impopulaire, mais vous savez que c'est pour l'intérêt de cette nation. Et quand je l'ai dit à cette population ne sera pas d'accord avec moi, mais dans mes convictions, je sais que c'est ce qu'il faut pour ce peuple. Donc, on ne doit pas être populiste quand on est homme d'État. On est ministre, c'est pas par hasard qu'on les appelle des excellences. Que donc c'est la sommité, c'est l'excellence. Mais si l'excellence est dans la rue, c'est déjà un souci, c'est déjà un problème. Mais tous nous savons que les Wazalendo, les groupes armés, les jeunes gens, les Maïmaï, nous connaissons l'histoire. Si je prends le seul exemple du territoire de Walikale, si nous avons été libérés des FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, c'est à la suite de l'engagement de ces jeunes-là. Donc, plus ou moins ça, nous reconnaissons. Nous reconnaissons. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons dire, écoutez, ce sont des bandits, ce sont des farceurs, il faut les tuer. Non. Nous savons en quel moment précis, dans quelles circonstances, ils ont été utiles. À la nation. À cette nation. Même en 2013, malheureusement, vous voulez m'amener à dire des choses non, vous n'êtes pas obligé. Comme Nzangi l'a fait. Mais ces jeunes gens, c'est vrai, il y a des déviations. Au sein de ce groupe, il y a des jeunes gens qui se comportent mal. Il y a d'autres aussi qui sont responsables d'autant de violations des droits humains. Ça, c'est à condamner. Mais des gens qui expriment leur volonté à pouvoir servir la nation, à pouvoir protéger les limites de la République, je crois que c'est quelque chose à soutenir et à encourager. C'est quelque chose qu'il faut encadrer. Mais de quelle manière encadrer? Est-ce que c'est dans les rues? Non, ça ne se fait pas comme ça. Récemment, nous avons écrit une correspondance à un groupe de députés, 17 députés. Du Nord Kivu. Du Nord Kivu. Mais les gens ont interprété à leur manière. Les gens ne se sont même pas donné le temps de lire la correspondance. Parce que je ne trouve rien de mal dans la correspondance. Quand, par exemple, nous disons, au vu de tout ce qui se passe, au vu des conséquences de ce que nous traversons ici, nous, comme élus, souffrant avec cette population, nous pensons qu'il est encore possible de privilégier la résolution pacifique de ces conflits, comme vous avez entamé tous les processus de Nairobi, de Luanda, de Bujumbura. Si vous avancez dans ce processus,
il est possible que nous trouvions une solution qui fasse l'économie de vies humaines. Parce que les populations pour lesquelles vous vous battez, si elles mouraient toutes, et par après vous gagnez la guerre, pour qui est-ce que vous auriez gagné cette guerre-là? Mais s'il y a des possibilités, il y a des moyens qui peuvent nous permettre à gagner cette guerre en protégeant les vies humaines, je crois que c'est ce qu'il faut protéger. Et nous, c'est ce que nous avons dit comme élus. Nous pensons qu'il faut privilégier, et ce n'était pas une solution exclusive, privilégier, que donc en plus d'autres initiatives entreprises, mais privilégier la résolution pacifique qui fasse l'économie de vies humaines. Mais en quoi est-ce que nous avons péché? En tout cas, nous allons terminer par cette question parce que quelques jours après votre déclaration, il y a le président Joao Lourenço qui avait eu des contacts directs avec le dirigeant du M23. Il a été désigné avec Uhuru Kenyatta comme des facilitateurs et implicitement là on voit un dialogue en vue. Parce que quand on parle d'un cessez-le-feu, pour arriver à un retrait, il faut des engagements, il faut des accords, il faut un dialogue. Parce que quand on parle d'une voie pacifique, on voit toujours un dialogue. Ça dépend maintenant de la nature du dialogue. Il y aura des consultations à Goma, à Bunia, à Kinshasa et à Bukavu dans le cadre de Nairobi 4, parce que je vous ai amené sur ce terrain-là. C'est toujours des consultations, et quand on parle de consultations, c'est privilégier la voie pacifique. Ce sont des consultations de paix. Et peut-être que le président Tshisekedi pourrait maintenant profiter de cette occasion pour arriver à Goma. Tu sais, les faits nous rattrapent tous. Ce qui semblait contredire ce que nous avions proposé sont rattrapés par les faits aujourd'hui. Et quand nous parlons du processus de Luanda, c'est ce que nous avons dit, la résolution pacifique. Et même quand le Conseil de sécurité a été de passage, et à Kinshasa, et à Goma aussi, on est revenu sur le processus politique. Et donc, je crois que nous sommes même contents de voir que... Même le président Emmanuel Macron à Kinshasa. Même Macron. Je crois que nous sommes heureux. Et le Nord Kivu doit se sentir heureux aussi de trouver des députés provinciaux qui réfléchissent déjà au niveau du Conseil de sécurité. Parce que ce que nous avons conclu comme résultat de nos réflexions, c'est ce que le Conseil de sécurité a dit. Que donc, en étant député provincial, on réfléchit déjà comme membre du Comité de sécurité des Nations Unies si nos propositions atteignent le haut niveau et que même les grands décideurs reviennent, c'est ce que nous proposons. Je crois que le Nord Kivu doit être fier de ça, d'avoir cette race des élus au niveau de la province. Que donc, la résolution pacifique a toujours été privilégiée. Mais si l'État congolais estime qu'il est aussi possible de faire face par la violence, par le recours à la force contre l'agression, c'est l'idéal pour nous tous, parce qu'on a toujours dit que qui veut la paix prépare la guerre. Qu'est-ce que vous attendez des consultations des pays de Nairobi 4? Parce que ça sera des passages à Goma et vous êtes acteur politique, peut-être vous serez associé. Oui, les jeunes gens, les Ouazalendo, ils sont en train de discuter avec le gouvernement sur leur sort, savoir qu'est-ce qu'il faudra pour la suite, qu'est-ce qu'il faudra faire de ces jeunes, est-ce qu'ils seront engagés à quel niveau, à quel degré, est-ce dans la société, est-ce que dans l'armée, s'il faut intégrer l'armée, quelle procédure il faut suivre. Et je crois que ces consultations sont soutenues par nous tous, mais on ne sait pas encore, comme ça a été par le passé. Parce que par le passé, quand on commençait le processus, la M23 aussi était associée, mais après la violation de certaines consignes au niveau du terrain, on a exclu la M23 de toutes ces discussions. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on reprend ces consultations, on ne connaît pas encore le format de ces consultations. Est-ce le M23 sera convié ou le M23 a un autre cadre où il discute? Parce que si déjà Joao Lourenço doit rencontrer le M23, les responsables du M23, on veut donner assez d'importance au M23 plus qu'aux groupes armés locaux. Oui, parce que déjà c'est un mouvement qui est qualifié de terroriste et qui est soutenu par des pays voisins. Voilà. Ouais. Voilà. Et si vous lisez les accords du 23 mars 2009 à Goma, c'était accord de paix entre le gouvernement LM23 et le CNDP et les autres groupes armés. Que donc déjà à l'époque, quand on l'appelait même CNDP, on semblait toujours donner de la valeur. Mais parce que, évidemment, comme vous êtes en train de le dire, si c'est un groupe qui a l'appui des armées étrangères, que donc c'est un groupe beaucoup plus fort, beaucoup plus menaçant par rapport aux groupes armés locaux. Et évidemment, quand on les traite, on doit tenir compte de tous ces aspects-là. Mais ce n'est pas parce qu'on aime le M23, on voudrait donner assez d'importance au M23, mais c'est parce que la force que ce groupe a dépasse largement la force des groupes armés locaux.
Voilà, pour terminer, est-ce que vous estimez qu'il est important que le chef de l'État arrive à Goma dans ce cadre parce qu'il a toujours envoyé Serge Tshibangou dans ce processus? Est-ce qu'il peut se saisir la balle au bon? Son implication personnelle a des impacts aussi sérieux et personnels sur la personne du chef de l'État et sur la population. Nous envoyer des gens, ce n'est pas aussi mauvais parce que le chef de l'État ne doit pas être partout au même moment, mais il y a pour certaines questions aussi sensibles et importantes qui exigent l'implication personnelle du chef de l'État. Que donc pour ce genre de questions, j'aurais voulu que le chef de l'État lui-même vienne. Parce qu'il n'y a pas de plus grande question importante plus que la vie des citoyens congolais ici. Au vu de la situation que nous traversons. Que donc c'est souhaiter que le chef d'État lui-même soit directement impliqué et qu'il vienne et à Goma et à Bunia, à Bukavu. Voilà, Bukavu. Et s'il y a des consultations à Nairobi, qu'ils s'y rendent. Parce que ce sont ces citoyens qui y sont. Et il ne doit pas laisser ces citoyens en train de discuter avec des étrangers sur la situation du pays. Il faut que lui-même parle à ces jeunes, surtout que ce sont ses enfants. Imaginez si le chef de l'État lui-même invitait tous ces jeunes et qu'il se mettait autour d'une table avec tous ces jeunes. Le message qui vient du chef de l'État congolais, ce n'est pas comme un message qui viendra de Uhuru ou de Lorenzo. Non, c'est différent comme Tshisekedi qui parle à ses enfants. Bon, donc c'est souhaitable que il l'a toujours fait par visioconférence et tout, non, mais... Non. La présence physique ouais. du chef de l'État a ses conséquences, surtout positives. Quand le groupe armés savent que nous parlons au chef directement, au président de la République, ils vont s'ouvrir au chef de l'État. Le chef de l'État va s'ouvrir à ces enfants-là et finalement, on arrivera à trouver une solution. Merci beaucoup, monsieur le député Prince Kiangi. C'était un plaisir de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. Bien, merci. Voilà, je vous rappelle que le député provincial Prince Kiangi est élu de Walikale en province du Nord Kivu. Il a adressé une lettre au chef de l'État lui demandant de se rendre à Goma. Et voilà, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, laissez-nous votre point de vue en commentaire au sujet de cette lettre du député provincial Prince Kiangi. Abonnez-vous massivement à Afro-Info 243 en cliquant sur s'abonner. Ouvrez la cloche des notifications pour recevoir en premier toutes nos informations sur la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Laissez-nous jamais partager la vidéo. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.